Un magnifique domaine montagnard repose paisiblement sous un vaste ciel parsemé de nuages. Le Bouddha vivant, Maître Musan, lève une main et s'enquiert d'une investigation concernant une personne nommée Wi Yeono. Un historien, les cheveux noués en chignon, confirme son objectif, expliquant qu'il compile des matériaux pour documenter l'histoire de Wi Yeono. D'un claquement sec de son éventail, Maître Musan évoque avec amusement Wi Yeono, le souverain martial radieux. Le maître parle avec révérence de Wi Yeono, le qualifiant d'homme bienveillant envoyé par le Bouddha lui-même. Ravi, l'historien prend des notes et demande ce qu'était Wi Yeono dans sa vie quotidienne. Maître Musan tremble en considérant la question du comportement habituel de Wi Yeono, laissant l'historien perplexe. Sa façade bienveillante se brise, tandis que ses yeux brillent, et il grogne qu'il ne peut pas continuer ainsi. L'historien regarde sous le choc, à peine capable de digérer la soudaine malédiction du maître. Arg, l'historien est violemment jeté hors de la résidence du clan Pun de Hubei. L'ancien suprême Pang Doguk rugit furieusement, se demandant pourquoi une personne misérable comme l'historien oserait venir ici chercher des informations sur Wi Yeono. Debout au-dessus de l'historien tombé, Pang Doguk fait un geste dédaigneux, poursuivant sa tirade furieuse. Il ordonne un sac de sel pour purifier la zone, laissant l'historien hurler d'incrédulité. Une narration commence, décrivant un guerrier légendaire et chevaleresque aux longs cheveux noirs qui a mis fin à une ère de chaos. Ce guerrier, salué comme le plus grand de tous les temps, se tient héroïquement, dominant une chaîne de montagnes. L'historien court à travers une forêt, se demandant pourquoi tout le monde évite de parler d'un héros si renommé. Déterminé, l'historien poursuit son voyage pour découvrir la vérité. Il renforce leur résolution, engagés dans le devoir de documenter même les parties cachées et non dites de l'histoire. Leur quête les mène à une hutte délabrée et oubliée, au fond des bois. Haha. Le chien fou divin de la secte des mendiants éclate de rire en apprenant que l'historien a été chassé de Shaolin et du clan Paoang. L'historien explique que partout où ils allaient, la réaction était toujours la même dès que le nom de Wi Yeono était mentionné. Le chien fou divin sourit d'un air entendu, remarquant que bien sûr, il réagirait ainsi. L'historien est perplexe face à son commentaire énigmatique. L'histoire fait un bond de 100 ans en arrière, jusqu'au prestigieux clan Wi du Guangdong. Un jeune homme aux cheveux noirs en bataille se tourne dans son lit avec un doux soupir. C'est Wi Yeono, âgé de 12 ans, qui déclare son rêve de devenir le plus fort. Une narration explique qu'il y avait autrefois un garçon qui rêvait de devenir le plus grand guerrier sous les cieux. Élevé dans un clan martial, il a appris la chevalerie des guerriers. Fixant un rouleau portant son ambition, il connaissait déjà le chemin vers le sommet. Ce chemin était un effort incessant, symbolisé par une main calleuse sur un sol jonché de lames brisées. Wi Yeono s'assied dans son lit, déclarant avec assurance que rien ne s'obtient sans effort, quel que soit le talent. Se rallongeant avec un sourire déterminé, il pense que l'effort est la seule voie, mais la narration laisse entendre un petit problème. Il regarde par la fenêtre le brillant soleil levant. Il s'assied, face à la fenêtre, comme s'il était prêt à commencer sa journée. Ses yeux sont remplis de concentration et de détermination. Avec un pchit soudain, il retombe lourdement sur sa literie. Il se plaint d'avoir manqué sa chance de s'entraîner aujourd'hui, mais décide joyeusement de faire la grasse matinée et de commencer demain à la place. Un pied entre fermement dans la pièce désordonnée. Un homme aux cheveux gris se tient au-dessus du jeune garçon qui dort profondément sur le sol. L'homme ordonne au garçon baveux de se lever, mais ne reçoit aucune réponse. Le jeune Wi Yeono se réveille en sursaut, saluant le vieil homme d'une voix ensommeillée. L'homme, identifié comme le patriarche Wi Jiangan, demande sévèrement à son fils s'il sait quelle heure il est. Wi Jiangan le réprimande pour dormir alors que le soleil est dehors, mais Wi Yeono répond effrontément que le soleil se couche en réalité. Le visage du patriarche s'assombrit de colère, alors qu'il demande depuis combien de temps il paraisse dans sa chambre. Bufforqué. Wi Yeono devine nonchalamment que cela fait environ 2 jours. Enragé, Wi Jiangan hurle que cela fait 4 jours qu'il est enveloppé dans une couverture. Il fulmine que même un ours en hibernation se serait donné la peine de se retourner après 3 jours. Wi Yeono se contente de rire, assurant joyeusement à son père qu'il se lève occasionnellement, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Wi Jiangan se penche sur son son avec une expression terriblement en colère, captant enfin l'attention effrayée du garçon. Avec un sourire narquois, Wi Yeono affirme avoir essayé de s'entraîner, mais le soleil se couchait toujours quand il se réveillait. Il explique joyeusement sa logique. Il faut dormir quand le soleil se couche pour se lever tôt et s'entraîner le lendemain. Kowamp, enragé par les excuses de son fils,
Wei Zhengan projette la literie du garçon en l'air. Wei Yeono atterrit la tête en bas, totalement confus, tandis que son père furieux jure de corriger son attitude pourrie aujourd'hui. Qu'il a diag. Alors que le soleil se couche sur la grande demeure des Wei, les cris d'un garçon résonnent à travers le domaine. Plus tard, dans son bureau, un patriarche Wei Zhengan, exténué, se tient la tête entre les mains, gémissant de frustration. L'administrateur du clan, Zhou Bang, entre et devine correctement que la détresse du patriarche concerne le second jeune maître. Wei Zhengan confirme ses inquiétudes, mais Zhou Bang l'assure que le garçon finira par mûrir. Submergé par le désespoir, Wei Zhengan se couvre le visage et soupire que tout est de sa faute. L'histoire revient en arrière, expliquant que Wei Zhengan était parti en pèlerinage martial lorsque son fils n'avait que 2 ans. Un portrait de famille de cette époque montre la matriarche Ansanga avec un jeune Wei Sanyo et un tout petit Wei Yeono. Ce qui devait être un voyage de 2 ans fut prolongé par d'innombrables batailles et incidents. Au final, il fallut 8 longues années à Wei Zhengan pour enfin rentrer chez lui auprès de son clan. Bien qu'il ait gagné le titre honorifique d'épéiste juste et chevalier, la victoire lui semblait creuse. Avec le recul, Wei Zhengan réalise que ce qu'il a perdu pendant son absence était bien trop grand. À son retour, il découvrit que sa femme, autrefois douce, était devenue aussi féroce qu'un tigre. Et son fils bien-aimé, dont il pensait qu'il ne poserait aucun problème, était devenu un paresseux rieur et fainéant. Ouf! De retour au présent, Wei Zhengan transpire abondamment, épuisé par ce souvenir et par sa situation actuelle. L'administrateur Zhou Bang reste optimiste, disant au patriarche de ne pas s'inquiéter, car il doit y avoir encore un moyen. Quand Wei Zhengan demande quel moyen, Zhou Bang lui rappelle que, lui, revient bientôt. Une étincelle d'espoir s'allume dans les yeux de Wei Zhengan, alors que Zhou Bang confirme que lui reviendra de l'académie dans 3 ans. Un sourire sinistre se dessine sur le visage du patriarche tandis qu'il ricane, complotant ce qu'il va faire de son fils paresseux. Une grande silhouette vêtue d'une robe ornée d'un dragon se profile au-dessus de Wei Yeono, qui ressent soudain un étrange frisson. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, un Wei Yeono nerveux voit qui est entré dans sa chambre. L'aîné, Wei Sanyo, est de retour, et Wei Yeono reconnaît son formidable frère. Un Wei Yeono surpris bégaye, tandis que son frère aîné lui demande froidement depuis combien de temps il dort. Wei Sanyo le fusille du regard, réitérant que c'était lui qui avait posé la question en premier. Incapable de répondre, un Wei Yeono en sueur se gratte nerveusement l'arrière de la tête. Le regard intimidant de Wei Sanyo s'intensifie, ses yeux perçants promettent un jugement. Pris de panique, Wei Yeono ment désespérément en disant qu'il s'est entraîné toute la matinée, maudissant intérieurement le retour soudain de son frère. Wei Sanyo demande avec scepticisme s'il s'est vraiment entraîné, ce à quoi Wei Yeono hoche la tête avec enthousiasme. Pour le mettre à l'épreuve, Wei Sanyo le défie d'utiliser une technique pour diviser la flamme d'une bougie en 2. Avec un sourire confiant, Wei Sanyo déclare qu'il va maintenant constater les progrès de son frère au cours des 3 dernières années. Wei Yeono tire son épée, se positionnant devant la bougie unique tandis que son frère l'observe attentivement. Wei Sanyo croise les bras avec impatience, pressant son jeune frère de procéder à la démonstration. Tentant de gagner du temps, Wei Yeono donne une faible excuse, affirmant qu'effectuer une telle technique à l'intérieur pourrait être dangereux. Wei Sanyo rugit qu'il gérera les conséquences et exige de voir ses compétences, forçant un accord réticent. Serrant les dents, un Wei Yeono en sueur se prépare à l'inévitable, pensant « tant pis ». Il commence sa forme d'épée, une traînée de lumière bleue, suivant la gracieuse courbe de sa lame. Il concentre son énergie, agrippant la poignée de son épée, tandis qu'il se prépare à frapper. Dans la vaste pièce, il se tient seul devant la petite flamme vacillante de la bougie. Avec un éclair de mouvement, il déchaîne sa technique dans un flou de mouvement et d'énergie lumineuse. Il exécute le dragon ascendant, une technique destinée à démontrer sa puissance et sa précision. Il halète légèrement, le coup est terminé, mais une perle de sueur trahit son anxiété soudaine. Dans un moment de pure panique, il réalise qu'il a complètement foiré. Wei Sanyo observe, le visage impénétrable, et déclare que 3 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre. Il remarque que 3 ans, c'est plus que suffisant pour qu'un guerrier maîtrise une technique d'épée. Son regard tombe sur la bougie parfaitement intacte, tandis qu'il délivre un verdict accablant. Wei Yeono a empiré. La scène se déplace vers la famille du clan Wei, incluant le patriarche et ses 2 fils, prenant un repas ensemble en silence. Un misérable Wei Yeono prédit qu'il va avoir une indigestion à cause du repas de famille tendu.
le patriarche Wijongan interroge son fils aîné, Wisano, sur son séjour à l'académie martiale, et Wisano répond calmement que tout va bien. Wisanyo explique avec confiance que les difficultés sont une partie nécessaire de l'entraînement pour surmonter ses limites. Avec un regard de fierté, le patriarche Wijongan reconnaît les épreuves que son fils aîné a dû endurer. Wisanyo détourne humblement les éloges, mais son père insiste, demandant s'il y a d'autres problèmes. Une main pose délibérément une paire de baguettes, signalant un tournant sérieux dans la conversation. Avec une expression sérieuse, Wisanyo admet qu'il y a bien une affaire à discuter. La matriarche et le patriarche se tournent tous deux vers lui, demandant quel pourrait être le problème. Wisanyo révèle que le problème concerne Iono, ce qui inquiète ses parents et pousse un Iono paniqué à demander défensivement ce qui ne va pas. Le regard intense de Wisanyo se pose sur son jeune frère alors qu'il commence à expliquer son idée. Il fait une ferme déclaration. Iono doit être amené à l'académie martiale. De retour dans le présent, le chien fou divin explique que même des figures légendaires comme Maître Musan et Pang Doguk méprisent Iono. Un pouvoir légendaire commence à s'éveiller, annonçant le début d'un nouveau chapitre de l'histoire. Un moment charnière est marqué, un tournant pour l'avenir. Avec une main agrippant une épée, une nouvelle et grande histoire commence officiellement. Le jeune guerrier tient sa lame. Son expression calme, mais déterminée, prêt pour ce qui l'attend. Une narration réfléchie qu'à l'époque, personne n'aurait pu imaginer son destin. Les deux frères continuent de chevaucher, la narration soulignant le garçon paresseux qui l'accompagne. Ébranlerait un jour le monde, un avenir qui semble impossible alors que Iono supplie son frère de faire une pause. Ainsi, un Iono très réticent fut pratiquement traîné à l'académie martiale. Sa jeune sœur, sa mère lui souhaite bonne chance, tandis que le patriarche Wijongan lui hurle en larmes de revenir en homme. Alors que sa sœur lui fait signe d'adieu, Iono crie qu'il sera de retour, tandis que le rire de son père est coupé court par sa femme. Les deux frères s'éloignent dans la campagne pittoresque, laissant leur maison derrière eux. Wisanyo chevauche avec une expression stoïque et déterminée, concentrée sur le voyage à venir. La narration clarifie que cette détermination ne s'applique qu'à Wisano, tandis que Iono gémit, misérablement affalé sur son cheval. L'air complètement épuisé, Iono demande faiblement à son frère s'ils sont presque arrivés à destination. Wisano l'informe brutalement qu'il leur reste 10 jours, choquant un Iono horrifié. Quand Wisano mentionne que ça aurait été plus rapide s'il avait pu monter, un Iono protestant se voit répondre que c'était juste une réponse, pas un reproche. Se plaignant de son corps endolori, Iono supplie son frère de les laisser se reposer un moment. Il pointe alors une colline lointaine, essayant de convaincre son frère en notant que d'autres voyageurs s'y reposent. L'expression de Wisanyo se durcit immédiatement, une lueur d'alarme dans ses yeux. Alors que Wisanyo descend de cheval et marche vers la colline, un Iono confus demande ce qu'il fait. Debout au-dessus des figures gisant sur le sol, la posture stoïque de Wisanyo révèle la gravité de la situation. Iono se penche pour voir, demandant ce qui se passe, seulement pour que son frère déclare sombrement qu'ils étaient trop tard. Il regarde les corps, annonçant sombrement qu'ils sont tous morts. Kali, Iono pousse un hurlement à glacer le sang, complètement horrifié par la vue des cadavres. Wisanyo inspecte calmement l'un des corps, tandis qu'un Iono terrifié jette un coup d'œil derrière lui. Une marque horrible en forme de fleur sur la poitrine d'une victime est identifiée par Wisanyo comme l'œuvre de la technique de la paume indulgente de la fleur. Il explique à son frère choqué que la technique, autrefois appelée paume de fleur écarlate, a été renommée d'après un ignoble criminel nommé Seo Juaka. Réalisant l'implication, un Iono tremblant demande si l'homme dangereux est quelque part à proximité. Wisano serre le poing, expliquant que le criminel s'en prend aux femmes dans les montagnes, ce qui signifie que ces hommes sont morts en protégeant quelqu'un. Ses yeux se plissent avec une sombre certitude, cela signifie qu'une femme est en danger quelque part à proximité. Avec un éclair d'énergie, Wisanyo passe à l'action, disant à son frère de rester sur place pendant qu'il enquête. Outré et terrifié, Iono lui crie après, se demandant s'il est vraiment laissé seul avec des cadavres. Il crie dans le paysage vide, alors que son frère disparaît à l'horizon en un éclair. Le vent siffle à travers le champ silencieux, laissant un Iono vaincu complètement seul. Une goutte de sueur coule sur son visage alors qu'il jette un coup d'œil nerveux à la scène macabre derrière lui. Il se tourne pour faire face aux chevaux et aux corps immobiles, la sombre réalité de la situation s'installant. Un sourire terrifié et baveux se répand sur le visage de Iono, tandis qu'il marmonne pour lui-même. « Je suis foutu !» Debout avec son cheval,
Wii s'inquiète de l'absence de son frère, certain que quelque chose a dû se passer. Craignant de devenir le dîner d'un tigre s'il reste, un Wii en sueur décide qu'il doit faire quelque chose. Ouah! Soudain, un éclair fulgurant le surprend alors qu'une tempête éclate. Alors qu'une pluie battante s'abat, Wii reste seul dans le champ, avec les 2 chevaux et les corps sans vie. Levant les yeux vers le déluge, il soupire de défaite, réalisant qu'il est vraiment fichu. Poussant un cri de frustration, il s'efforce de traîner l'un des cadavres sur un cheval, déterminé à avancer. Il ne peut pas laisser les corps devenir la nourriture des tigres, mais la pluie battante rend leur enterrement impossible. Serrant les dents, il avance à travers la tempête, ayant désespérément besoin de trouver un abri. PRRRR. L'un des chevaux se cabre violemment dans la tempête. UGH. Wii s'accroche frénétiquement au cheval, exigeant de savoir pourquoi il ne l'écoute pas. Le cheval le jette de son dos, tandis qu'un éclair traverse le ciel. Couag! Wii hurle de terreur alors qu'il est projeté en l'air. Il s'écrase et roule brutalement sur le sol boueux, criant de douleur. Épuisé et vaincu, il gît sur le dos au milieu des feuilles tombantes. Il se redresse, le visage couvert de terre et d'échymoses, regardant autour de lui, hébété. En levant les yeux, il découvre l'entrée d'une sombre caverne à proximité. Chouette! Un large sourire joyeux se dessine sur son visage sale, tandis qu'il crie qu'il a trouvé un abri. Preng! Il appelle joyeusement les chevaux, tandis qu'ils le suivent dans la grotte. Il attache fermement les rênes des chevaux à une roche à l'intérieur de l'abri. Observant les chevaux, il se lamente de ne même pas pouvoir les frapper pour leur désobéissance. Essuyant sa main sale, il se plaint du désordre, grommelant que c'est pour ça qu'il préfère rester chez lui. Espérant que son frère le trouvera, il explique qu'il a laissé un repère à l'extérieur de l'entrée de la grotte. Il s'effondre sur le sol, déclarant qu'il ne sait pas quoi faire et qu'il va juste dormir. Recroquevillé sur le froid sol de la grotte, il sombre dans le silence. Tandis qu'il se repose, ses pensées se tournent vers son frère, espérant que rien de grave ne lui est arrivé. Se rassurant sur la force de son frère, il s'installe pour dormir. Tandis qu'il dort profondément, une faible aura bleue commence à émaner de son corps. La mystérieuse énergie bleue s'intensifie, l'entourant pendant qu'il dort. Il commence à léviter, suspendu dans les airs par le pouvoir bleu tourbillonnant. L'énergie pulse autour de sa forme endormie, une lumière étrange illuminant la sombre caverne. Se réveillant lentement, Wii se demande avec hébétude ce qui se passe. Ses yeux s'ouvrent, tandis qu'il se demande où il est, remarquant que le plafond de la grotte semble différent. En se levant, il réalise qu'il est dans une partie beaucoup plus profonde de la grotte, et se demande s'il a roulé pendant son sommeil. Une voix soudaine et retentissante s'adresse à lui comme « humain destiné », le faisant crier sous le choc. Il trébuche en arrière et tombe au sol, pris de panique. Regardant autour de lui nerveusement, il tente de trouver la source de la voix mystérieuse. Un orbe de lumière bleue brillante se matérialise, l'accueillant comme le successeur de l'épée de la radiance. Wii pointe l'orbe, demandant avec prudence si cette chose scintillante est ce qui lui parle. La voix de l'orbe confirme qu'il a transcendé un corps physique et qu'il parle d'au-delà du temps et de l'espace. Il lui ordonne d'accepter sa volonté et de gouverner le monde, mais Wii hurle de terreur, convaincu que c'est un fantôme. L'orbe lui dit de ne pas avoir peur, expliquant qu'il est déjà mort et que seule sa volonté subsiste. Il déclare que cet endroit a été préparé pour un successeur et l'exhorte à accepter sa volonté sans aucun doute. Wii marque une pause, une goutte de sueur sur le visage, alors qu'il réalise que cette situation lui semble étrangement familière. En y réfléchissant, il fait le lien, une grotte sans personne, et la volonté d'un vieil homme. Il éclate soudain de rire joyeusement, réalisant que ce doit être une chance fatidique, unique dans une vie. Ouvrant les bras, il déclare que les cieux récompensent sa gentillesse, pensant qu'il n'aura même pas besoin de fréquenter la salle d'entraînement. L'orbe lui ordonne d'hériter de son épée et de s'entraîner sans relâche pour redresser la morale du monde, et Wii accepte avec enthousiasme. La volonté explique que 30 ans d'entraînement intensif devraient suffire, ce qui fige l'expression de Wii d'horreur. L'orbe confirme, oui, juste 30 ans, tandis qu'un Wii abasourdi lui dit d'attendre. D'un geste joyeux et désinvolte, Wii dit qu'il ne pense pas que ce destin lui était réservé et dit à l'orbe de trouver la prochaine personne. L'orbe d'énergie bleue réagit avec un « Que quoi ?» Choqué. Avec un rire insouciant, Wii déclare qu'il préfère partir plutôt que de rester bloqué là pendant 30 ans.
Un homme aux cheveux gris et hérissés commence à raconter une histoire, se remémorant cette rencontre fatidique. Dans un éclair de lumière bleue, d'innombrables épées se brisent, alors que la narration explique que cette rencontre a mené à une force immense. Un jeune homme déterminé aux longs cheveux noirs serre la poignée de son épée bleue incandescente. Wii-Ono salue joyeusement l'orbe, décidant que ce destin n'est pas pour lui et lui disant de trouver quelqu'un d'autre. Criant un dernier adieu, Wii-Ono s'éloigne en sprintant de l'orbe bleu lumineux. Il s'arrête brusquement, regardant en arrière avec confusion alors que quelque chose attire son attention. Un esprit imposant aux longs cheveux, nommé Baek Muhan, se matérialise, lui criant désespérément d'attendre. Wii-Ono se retourne avec un regard perçant, accusant l'esprit d'être un arnaqueur. Outré, Baek Muhan demande pourquoi il est traité d'arnaqueur, tandis que Wii-Ono l'accuse de changer de tactique après l'échec de son premier stratagème. L'esprit clarifie calmement qu'il ne faisait pas semblant, et qu'il est, en fait, un esprit qui a quitté son corps. Wii-Ono ricane, les bras croisés, répétant avec scepticisme l'affirmation de l'esprit. HYK. Avec un cri de guerre, Wii-Ono frappe du poing directement le visage de l'esprit. Alors que la main de Wii-Ono traverse inoffensivement sa forme éthérée, Baek Muhan lui demande ce qu'il fait. Yaa. Wii-Ono hurle de pure terreur, réalisant enfin qu'il a affaire à un vrai fantôme. L'esprit s'irrite d'être appelé un fantôme, expliquant qu'il utilise les arts de transmission spirituelle, bien que Wii-Ono marmonne que c'est juste un nom sophistiqué pour un fantôme. Baek Muhan rugit de frustration, niant avec véhémence être un fantôme. Le narrateur aux cheveux gris conclut que ce fut le moment où Wii-Ono rencontra son maître. La scène se déplace vers deux hommes près d'un feu de camp, où un jeune homme aux cheveux attachés demande si les arts de transmission spirituelle existent réellement. L'homme aux cheveux gris confirme que c'est une technique que seuls les artistes martiaux les plus puissants peuvent maîtriser. Son jeune compagnon lève les yeux vers le ciel nocturne, demandant qui pourrait bien utiliser une telle capacité. L'homme aux cheveux gris se penche avec une expression sérieuse, demandant si le jeune homme connaît l'empereur de l'épée. « Bien sûr », répond le jeune homme, le reconnaissant comme le maître légendaire du clan Baek des 1000 épées, le plus fort de l'histoire. L'homme aux cheveux gris révèle qu'il parle de Baek Muhan l'épée éclatante, qui fut le maître du légendaire souverain martial radieux. Le jeune homme à l'aide de choc, se demandant comment cela est possible, puisque Baek Muhan a vécu il y a 300 ans. L'homme aux cheveux gris explique que bien que Baek Muhan soit d'une ère oubliée, c'est lui qui a créé Wii-Ono. Le jeune homme, impressionné, suppose que le souverain martial radieux a dû supplier pour cette opportunité. Avec un sourire rusé, l'homme aux cheveux gris révèle que c'était en fait le contraire. Dans un flashback, on voit un Baek Muhan désespéré supplier quelqu'un de devenir son disciple. Wii-Ono s'éloigne nonchalamment, refusant l'offre et déclarant qu'il n'est même pas du clan Baek. Enragé, Baek Muhan avertit qu'il ne le laissera pas partir si facilement et déchaîne une vague d'énergie bleue. Une barrière d'énergie massive et lumineuse jaillit du sol, bloquant la fuite de Wii-Ono. Wii-Ono lève les yeux, stupéfait par le mur infranchissable devant lui. Baek Muhan rit triomphalement, se vantant d'avoir créé une épaisse porte de pierre que Wii-Ono ne pourra jamais briser avec son pouvoir actuel. Il propose un marché, promettant que si Wii-Ono apprend ses arts martiaux, il pourra trancher la porte comme du papier. Avec un soupir de résignation, Wii-Ono serre le poing, semblant accepter sa situation. Baek Muhan lui rappelle avec colère qu'il ne peut pas couper la porte avec ses capacités actuelles. À la confusion de Baek Muhan, Wii-Ono l'ignore et commence à frotter son épée contre le sol rocheux. « Qu'est-ce que tu fais » demande Baek Muhan, ce à quoi Wii-Ono répond qu'il est en train de creuser un trou. Wii-Ono explique avec assurance son plan de grignoter lentement la porte de pierre avec son épée en métal, estimant que cela prendra environ 1 an ou 2. Baek Muhan est consterné à l'idée qu'il s'obstine à user la pierre pendant 2 ans. Wii-Ono lui reproche son hypocrisie, trouvant cela amusant venant de quelqu'un qui voulait 30 ans d'entraînement, laissant Baek Muhan fulminer en silence. Baek Muhan tente désespérément de négocier, promettant que Wii-Ono ne sera pas déçu, mais Wii-Ono refuse catégoriquement, l'esprit propose alors de le laisser partir dans 20 ans. Toujours pas impressionné, Wii-Ono rejette 20 ans comme étant trop long et contre-attaque nonchalamment avec une offre de 3 ans. Baek Muhan est absolument furieux de la suggestion, criant que même le légendaire Zhang Sanfeng n'aurait pas pu maîtriser ses arts en si peu de temps. Imperturbable, Wii-Ono se tourne pour partir, concluant que si c'est impossible, ils ne sont tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Tandis que le son strident du métal sur la pierre continue, Baek Muhan bouillonne d'une frustration totale et impuissante.
5 ans, crie Baekmuan, ce qui fait enfin arrêter Uieono de son grattage monotone. Dans un ultime effort, Baekmuan fait une grande promesse. Donnez-lui 5 ans, et il fera de lui la personne la plus forte du monde. Uieono se gratte le menton pensivement, intrigué par la perspective de devenir le plus fort artiste martial du monde en seulement 5 ans. Alors que Uieono considère l'offre, il pense n'avoir jamais entendu parler d'un esprit aussi vif que Baekmuan. Il estime que la technique pourrait être un secret, concluant que l'esprit pourrait vraiment être le maître le plus fort du monde. Convaincu que 5 ans est un prix dérisoire pour la maîtrise, il décide de saisir l'opportunité, son épée scintillante. Bien! Avec un cri déterminé, Uieono accepte avec enthousiasme l'accord, tendant la main pour accepter. Le narrateur aux cheveux gris près du feu de camp explique qu'à l'époque, Uieono ne savait pas qu'il avait affaire à l'empereur des épées. Un flashback révèle Uieono dormant profondément, la bave s'échappant de sa bouche ouverte. Un Baekmuan furieux lui rugit de se réveiller, ce à quoi un Uieono groggy répond simplement un. Uieono se redresse, se plaignant qu'en tant qu'humain, il a besoin de dormir, contrairement à son maître décédé. La narration dit que Baekmuan a maudit les cieux. Serrant les dents, l'esprit s'excuse et lui dit qu'il est temps de s'entraîner. Décrit comme un bâtard paresseux, Uieono bâille et se demande pourquoi il doit s'entraîner immédiatement, après s'être réveillé. Comme Uieono dort toute la journée et s'entraîne à peine, un Baekmuan exaspéré hurle qu'à ce rythme, cela prendra 55 ans. Pendant qu'il polit le fourreau de son épée, Uieono fait remarquer avec effronterie que c'est pourquoi on a besoin d'un maître talentueux. Le narrateur explique que les taquineries constantes de Uieono ont fait exploser Baekmuan de colère, forçant l'esprit à une excuse mentale. Baekmuan se lamente que son désir de transmettre ses arts martiaux l'ait piégé dans cet état terrible et frustrant. Tandis que Baekmuan souhaite avoir un corps pour discipliner son élève, Uieono roule par terre, riant malicieusement. Uieono se redresse soudainement et demande à son maître comment il a réussi à faire tomber la porte de pierre. Il s'interroge sur la porte, puis suggère effrontément que l'esprit pourrait simplement manipuler son corps pour lui enseigner directement les arts martiaux. Baekmuan explique qu'il a simplement tiré une ficelle sur un dispositif préfabriqué, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir un corps. L'esprit clarifie qu'il a utilisé la lévitation psychique, propulsée par son seul chi, pour tirer la ficelle. Un regard soudain de profonde réalisation apparaît sur le visage de Baekmuan. « Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Baekmuan pousse un rugissement terrible, alors que l'idée fait enfin tilt. L'esprit éclate de rire de manière maniaque, terrifiant Uieono, qui demande s'il a enfin perdu la tête. Baekmuan explique qu'il était trop fixé sur le fait de ne pas avoir de corps, et remercie son élève pour la précieuse leçon. Vlam! Alors que Uieono commence à le questionner, il est frappé par une force invisible. Allongé sur le sol, un Uieono hébété lève les yeux avec confusion. Il fixe, choqué, une petite roche lumineuse flottant menaçante dans l'air devant lui. Baekmuan sourit, déclarant qu'il a réalisé que même sans corps, il peut toujours déplacer des roches quand il veut. Uieono observe avec horreur le spectre de son maître continuer d'un air menaçant. Et si je peux déplacer des roches ? Avec un rire triomphant, Baekmuan invoque plusieurs orbes sombres et lumineuses, déclarant qu'il peut désormais faire des choses pareilles. Attendez. Uieono hurle de terreur, changeant rapidement d'avis et suppliant son maître de discuter. L'entraînement s'intensifie alors que des roches en lévitation forcent brutalement Uieono dans une posture exténuante. À l'extérieur de la grotte désormais scellée, un faible cri d'agonie résonne à travers la pluie. Il a entraîné sans relâche son maniement de l'épée pendant la journée, un montage de féroces coups d'énergie violette commence. Avec courage et détermination, il endure l'entraînement épuisant, sa lame n'étant qu'un flou. Et la nuit, il débattait, le maître esprit discutant farouchement avec son élève épuisé. Uieono s'entraîne avec l'éthéré Baekmuan, grognant de douleur tandis qu'il lutte contre le pouvoir de son maître. La narration explique que son existence même devint l'épée, montrant Baekmuan manipulant des orbes lumineuses. Un éclat brillant d'énergie violette et bleue marque un moment clé de sa transformation. Sa vie est devenue l'épée. Uieono se tient épuisé au-dessus d'un tas de roches brisées, son arme plantée dans le sol. Sans temps pour la paresse, le travail acharné de Uieono vaut à son maître spectral un sourire suffisant et satisfait. Le sol de la grotte est maintenant couvert de pierres parfaitement coupées en deux. Prenant une profonde inspiration, un Uieono plus mature lève les yeux, son entraînement semblant terminé. Il a secoué le monde,
Un Wii-Ono cicatrisé et musclé sourit de satisfaction, annonçant qu'il est enfin sorti. La scène change tandis qu'une voix appelle Ye-Ono, qui est vu dormant et demandant un peu plus de repos. Il se redresse, irrité d'être réveillé, et demande si la personne qui le réveille ne croit pas qu'il va se lever. Son expression passe à la confusion alors qu'il lève les yeux. L'esprit lumineux de Baekmuan apparaît devant lui, l'appelant à se rapprocher. Baekmuan commence à réfléchir sur sa vie, expliquant que son espoir était de voir la fin ultime des arts martiaux. Il raconte comment sa quête obsessionnelle l'a transformé en un vieil homme grincheux, rejeté par son propre clan. Wii-Ono observe le discours solennel de son maître, pensant à quel point il est inhabituellement sérieux aujourd'hui. Un vieil homme aux cheveux blancs réalise qu'il est évident que son clan ne l'a jamais cherché. Il se souvient comment il a abandonné sa propre famille et ses enfants à la poursuite des arts martiaux. Il avait cru à tort qu'atteindre le sommet des arts martiaux lui accorderait tout ce qu'il désirait. Dans un souvenir douloureux, il tend la main désespérément, son visage marqué par le regret et la perte. Désormais, esprit lumineux, il sourit, ayant appris que l'escrime est dénué de sens, sans personne pour partager le voyage. Un jeune homme aux cheveux noirs lève les yeux, confus, tandis que l'esprit lui dit qu'il est celui qui lui a enseigné cette leçon. Le vieux maître explique que pour la première fois de sa vie, il a pris un élève. Il se souvient d'avoir été en colère et agacé, mais aussi de ressentir de la joie et de l'affection, en voyant son élève devenir plus fort. Le jeune homme se tient nonchalamment devant la forme éthérée et lumineuse de son maître. Le jeune homme demande à son maître pourquoi il parle, comme s'ils allaient se séparer pour toujours. Avec une expression paisible, le maître confirme que le moment est venu, laissant son élève perplexe. Le jeune homme panique, criant et exigeant de savoir ce que son maître veut dire, refusant de le croire. Il rappelle furieusement à son maître leur promesse de s'entraîner pendant 30 ans, insistant sur le fait qu'il doit exister 25 ans de plus. Le maître reconnaît calmement sa promesse, tandis que son élève lui demande avec colère ce qu'il compte faire à ce sujet. Il explique que le ki interne qu'il a donné à son élève comme un élixir était censé le maintenir sans nourriture. L'air faible et fatigué, le maître révèle que son pouvoir a disparu et qu'il est temps de dire adieu. L'élève hurle d'angoisse, demandant pourquoi on ne lui a pas dit plus tôt, promettant qu'il aurait trouvé de la nourriture et serait revenu. Le maître esquisse un sourire entendu et transpirant, doutant que son élève serait revenu mais affirmant comprendre ses sentiments. Alors qu'il commence à s'évanouir, il tente d'offrir quelques derniers mots à son élève choqué. Il dit avoir chéri leur temps ensemble et, bien qu'il ait voulu le voir voyager à travers le monde, cette séparation lui convient. Le visage du maître est calme et serein, alors qu'il accepte sa fin. Il envisage le futur glorieux de son élève, parcourant le monde avec le pouvoir d'un grand dragon. Le maître l'exhorte à aller voir le monde, lui assurant que tout le reste se mettra naturellement en place. Il donne à son élève un dernier conseil. Vois d'abord les gens du monde et ne répète pas ses erreurs. Le maître assure à son élève que même si son existence est oubliée par le monde, son essence vivra à travers les mouvements de son élève. Et son escrime ? Il déclare « Je suis en eux », alors qu'une lumière brillante éclaire. Tandis que sa forme se dissout, il dit à son élève que ce n'est pas grave de ne pas être grand ou exceptionnel. L'élève tend la main désespérément, suppliant son maître de ne pas partir, et proposant d'arrêter complètement d'apprendre. Il crie pour juste un peu plus de temps, implorant ne serait-ce qu'un jour de plus. Atteignant les volutes d'énergie bleue, il ne reste que les derniers mots de son maître. Sois heureux. Le jeune homme, désormais confirmé comme étant Wii-Ono, marche seul à travers la grotte désolée. En sanglotant, il marmonne avec colère que son maître aurait dû lui dire plus tôt ce qui se passait. Sa peine se transforme en rage lorsqu'il réalise que son maître est parti intentionnellement sans lui laisser une chance de se préparer. En soulevant un paquet de vêtements, Wii-Ono découvre un message et maudit le vieil homme pour son tour de départ. À l'extérieur de la grotte, il jette les vêtements avec rage, hurlant de frustration absolue. Une narration explique que le maître, Baekmuan, a laissé un message écrit sur les vêtements de Wii-Ono. Pour s'assurer que Wii-Ono n'arrêterait pas de s'entraîner, Baekmuan a intégré une caractéristique spéciale dans son corps. L'élixir intérieur qu'il a donné à Wii-Ono améliorera automatiquement ses arts martiaux. Cependant, un graphique montre que le pouvoir de l'élixir augmente plus vite que le corps de Wii-Ono ne peut s'adapter par la seule expérience. S'il est paresseux et que son corps prend trop de retard, le pouvoir de l'élixir le consumera, et il mourra. Tenant les vêtements, Wii-Ono réalise la sombre vérité, il doit s'entraîner ou mourir, et maudit le stratagème du vieil homme.
Les mots d'adieu de Baek Muan résonnent dans les nuages, l'instruisant de voir le monde pour ressentir et apprendre. Wiono serre les vêtements, acceptant avec ressentiment le conseil de son maître de voir de grandes choses et de devenir une grande personne. Les instructions du maître l'envoient à Rulin pour trouver le plus grand érudit du monde, laissant Wiono stupéfait. Il crie au ciel avec exaspération, se plaignant de la longue liste d'endroits qu'il est contraint de visiter. Des années plus tard, un Wiono plus mature s'étire, décidant de terminer sa quête avant de rentrer enfin chez lui. Des cicatrices marquent désormais son visage déterminé, témoignage de l'entraînement rigoureux qu'il a enduré. Avec une détermination retrouvée, Wiono regarde vers la forêt, prêt à faire ce qu'il doit. Avec un léger sourire, l'esprit de Baek Muan dit à son élève qu'il était heureux grâce à lui. Wiono s'éloigne, marmonnant que son maître l'a dérangé jusqu'à la fin et qu'il ne reviendra pas. Maintenant seul sur un chemin à travers les bois, Wiono se demande où trouver quelqu'un nommé Rulin. Tandis que son élève s'éloigne, l'esprit de Baek Muan dérive silencieusement vers l'entrée scellée de la grotte. L'esprit de Baek Muan éclate en un accès sauvage et déchaîné de rire maniaque. Il se moque du désir de son élève de dépérir, riant à l'idée qu'un artiste martial si puissant meurt simplement dans l'obscurité. Tandis que Wiono s'éloigne au loin, Baek Muan se résout à ce que le monde soit trop vaste pour le laisser se perdre. Le traitant de bâtard, l'esprit de Baek Muan déplore le gaspillage des incroyables arts martiaux de son élève. Dans un dernier moment de douceur, l'esprit partant de Baek Muan admet qu'il était heureux grâce à son élève. Avec un dernier souhait de bonheur pour son élève, la forme éthérée de Baek Muan se dissout dans le vent. Wiono s'arrête, confus par l'odeur inconnue de l'herbe après son long confinement dans la grotte. Alors que le temps passe, une feuille solitaire flotte au-dessus de la vaste ville de Kaifeng, bâtie sur un réseau de rivières. Un Wiono cicatrisé et hagard arrive dans une nouvelle ville, demandant avec lassitude si c'est Kaifeng. Il s'approche d'un établissement rustique, où un homme aux cheveux attachés est assis sur une grosse bûche. Surpris, le chef de la branche de la secte des mendiants, Zhang Il, qualifie le Wiono usé de momie. Wiono déclare avoir une question, mais Zhang. Il suppose immédiatement qu'il s'agit d'argent, et insiste que rien n'est gratuit. Zhang Il lance à Wiono un regard astucieux et calculateur, le jaugeant. Wiono crie d'incrédulité, réalisant que son visage a l'air d'avoir 50 ans, alors que sa voix est celle d'un jeune de 20 ans. Zhang. Il offre à Wiono une réduction, expliquant qu'ils sont tous deux dans le même domaine, la mendicité. Outré par cette supposition, Wiono hurle qu'il ne ressemble pas à un mendiant, mais Zhang, il insiste sur le contraire. Zhang. Il dit à Wiono de partir et de revenir après avoir mendié de l'argent, ce qui provoque un nouveau démenti. Avec un regard entendu, Zhang Il dit à Wiono qu'il a un talent naturel pour la mendicité et qu'il ne devrait pas le gaspiller. Zhang. Il fait une pause, une idée germant dans son esprit tandis qu'il continue de fixer Wiono. Soudain, saisissant la main de Wiono, un Zhang Il très enthousiaste lui demande s'il veut travailler avec lui. Une vision de succès apparaît, avec des pièces s'envolant vers la forme stoïque et musclée de Wiono. À l'intérieur d'un humble bâtiment, Wiono et Zhang. Ils sont assis l'un en face de l'autre, avec une énorme pile de pièces entre eux. Zhang, il rit triomphalement, célébrant qu'ils ont gagné les coûts de fonctionnement de 6 mois en seulement une demi-journée. Maintenant prêt pour les affaires, Zhang il sourit et demande à Wiono quelles informations il recherche. Wiono demande des listes détaillées de savants et de forgerons célèbres, ce que Zhang il considère comme une tâche facile. Alors que Wiono continue de lister ses nombreuses demandes d'informations, Zhang, il est choqué par l'énorme volume. Zhang. Il promet de livrer l'information en 7 jours, mais Wiono s'allonge, déclarant qu'il restera puisqu'il n'a nulle part où aller. Après un moment d'hésitation, Zhang il soupire et permet à contre-cœur à Wiono de rester. Un mendiant se précipite en criant des problèmes pour la secte, mais Zhang, il le rejette, se demandant quels problèmes les mendiants pourraient avoir. L'homme crie qu'ils vont tous mourir de faim, laissant Zhang il complètement déconcerté. Un flashback montre des mendiants étant chassés par un riche citoyen, laissant deviner leurs problèmes. Il court dans les rues avec son subordonné, exigeant de savoir ce qui se passe. Il s'arrête brusquement, son visage un masque de choc et de confusion devant la scène qui se déroule devant lui. Un homme bien habillé fait la leçon à la foule, soulignant que si vous êtes un mendiant, vous devez atteindre un certain niveau. Ce standard se révèle être Wiono, dont l'apparence pitoyable lui a valu une montagne de pièces de la part des spectateurs compatissants. Zhang.
Il pousse un cri silencieux d'horreur totale, réalisant que toute son entreprise est détruite à lui seul. Entouré de pièces, Uenono arbore un sourire suffisant, pensant que faire de l'argent est facile, et que sa prise de contrôle du monde des mendiants est complète. De retour au quartier des mendiants, un Uenono bâillant annonce qu'il a soif. Affalé sur le sol, Uenono donne un coup de pied paresseusement et ordonne à un Jang. Il enragé de lui apporter de l'eau immédiatement. Uenono se plaint que le bol est sale et en demande un nouveau, poussant un Jang. Il, frustré, a frappé un subordonné. Il se plaint ensuite que l'eau est tiède et exige de l'eau froide des montagnes, faisant paniquer les mendiants qui se précipitent. Finalement satisfait, Uenono se repose sur le sol, tandis que Jang il tremble de rage contenu derrière lui. Jang il fulmine, déplorant son destin de chef de la branche de la secte des mendiants contraint d'agir comme un serviteur. Il serre les dents, sachant qu'il ne peut pas virer Uenono ou ses hommes mourront de faim. Tandis que Jang il le masse, Uenono l'interroge sur ses informations, au moment où un homme fait irruption avec une annonce. Les mendiants célèbrent l'arrivée d'un messager, brandissant triomphalement les informations que Uenono avait demandées. Jang il célèbre triomphalement l'arrivée de l'information, mais Uenono est profondément endormi, bavant de contentement. La scène fait un retour en arrière. Un Uenono émacié et épuisé s'effondre dans la rue à son arrivée. Dans le flashback, Jang, il se tient au-dessus de Uenono tombé, remettant avec dédain en question la valeur de ses maigres possessions. Malgré son scepticisme, Jang il arrache le morceau de papier froissé de la main tendue de Uenono. Jang. Il déplie silencieusement le mystérieux papier, son expression passant à une intense concentration. Il lit le contenu et est horrifié, réalisant que la demande massive pourrait faire tuer toute sa secte. De retour au présent, un Jang il paniqué réfléchit vite, essayant désespérément d'empêcher Uenono de partir. Optant pour un nouveau plan, Jang il attrape Uenono et le tire à travers les rues, promettant une solution. Il le conduit à un bâtiment opulent appartenant à la secte Ao, jurant de lui obtenir l'information là-bas. Ils sont accueillis par l'imposante et belle chef de la branche de la secte Ao, Ginongnang. Tandis que Jang il offre un salut respectueux, Uenono se tient à côté de lui, se piquant la joue et murmurant « Chien renard ?» Point. Uenono se penche pour se moquer du titre servile de Jang il, faisant bouillir le chef mendiant d'une fureur silencieuse. En essayant d'exposer son affaire, Uenono est distrait alors que lui et Jang, il dégénère en une joute d'insultes enfantines. Ginongnang observe avec amusement, se demandant pourquoi le chef rival de la secte des mendiants est venu la voir pour des informations. Jang. Il clarifie rapidement qu'il a amené un client, ne demandant pas pour lui-même, tandis que Uenono poursuit ses insultes enfantines. Son amusement se transforme en irritation alors que Ginongnang la fixe, demandant s'ils essaient de plaisanter avec elle. Il confirme l'absurdité de la situation, déclarant que son client est, en fait, un mendiant. Offensé, Ginongnang considère leur demande comme une provocation et refuse catégoriquement de vendre des informations à la secte des mendiants. Uenono pousse Jang il pour le faire taire et parle enfin pour lui-même, déclarant qu'il n'est pas de la secte des mendiants. Se tournant pour partir, Ginongnang les avertit que sa secte a de la fierté et ne tolérera plus d'insultes. Alors qu'elle s'éloigne, Uenono l'interpelle, remettant en question de manière pointue sa crédibilité en tant qu'organisation de renseignement. Uenono ricane, se moquant ouvertement de l'incompétence de sa secte pour n'avoir même pas réussi à identifier un non-membre. Piqué par l'insulte, Ginongnang se retourne et appelle le nom de Gongmu, mettant les deux hommes en alerte. Face à un subordonné invisible, elle exige de connaître l'identité de l'homme mystérieux devant elle. Une voix de l'ombre confirme qu'ils ne savent pas qui il est, mais qu'il n'est certainement pas de la secte des mendiants. Avec un triomphant, tu vois Uenono étend les mains, demandant si elle est enfin prête à lui vendre l'information. Ginongnang répond avec un sourire terrifiant, criant « Non !» et leur ordonnant de partir immédiatement. Complètement imperturbable face à sa réaction explosive, Uenono lâche simplement un « ha » calme et dédaigneux. Il critique son piètre sens des affaires, se demandant pourquoi elle refuserait un client payant par pure fierté. Uenono continue de la narguer, suggérant qu'un si mauvais jugement mènera à la chute de la secte Ao. Enragé, Ginongnang menace de lui faire couper les membres, mais Uenono ne fait qu'escalader, la traitant de « vieille femme ». L'insulte fait mouche, plongeant Ginongnang dans un état de fureur pure et tremblante. Uenono se penche en arrière avec un « eh » suffisant, tandis qu'un des membres de la secte,
crie d'indignation face à son manque de respect. Perdant tout sang-froid, Ginangnang crie à son subordonné, Gongmu, d'agir. À son commandement, Gongmu bondit des chevrons, lançant 2 projectiles d'énergie en forme de lame. L'attaque se coalesce en un point massif chargé d'énergie qui s'abat sur le duo. Alors que le point descend avec une force écrasante, quelqu'un crie de terreur. Poussant sans effort Jang-il en sécurité, Uieono déchaîne une immense vague d'énergie bleue pour contrer l'attaque de plein fouet. L'expression arrogante de Ginangnang se dissout en un choc pur face à son incroyable pouvoir. Jang, il est tout aussi stupéfait, serrant les dents, alors qu'il réalise la véritable force de l'homme qu'il avait méprisé comme un mendiant. La force de l'impact déchire la chemise de Uieono, révélant son physique musclé tandis que l'énergie sombre tourbillonne autour de son poing. Son subordonné gît vaincu dans un cratère tandis que Ginangnang le fixe, demandant enfin si Uieono est un maître martial. Uieono explique nonchalamment que sa contre-attaque dévastatrice n'était que de l'instinct et qu'il aurait pu être plus doux. Il admet intérieurement que, bien qu'il ait soupçonné Uieono de connaître les arts martiaux, il n'avait jamais imaginé ce niveau de puissance. Debout, avec assurance au milieu de la destruction, Uieono attribue tranquillement sa force écrasante à l'entraînement rigoureux de son ancien maître. Son ton ayant complètement changé, une Ginangnang déconcertée s'excuse abondamment de ne pas l'avoir reconnu comme un client prestigieux. Jang. Il observe son revirement soudain avec une profonde méfiance, doutant toujours des intentions pacifiques de Uieono. Tentant de désamorcer la situation, il insiste nerveusement qu'ils sont vraiment venus seulement pour des informations que sa secte n'avait pu acquérir. Pendant que Uieono traîne nonchalamment l'inconscient Gongmu, Ginangnang accuse Jang-il d'avoir introduit un tigre dans sa tanière. Après avoir évalué la situation, l'expression de Ginangnang se durcit alors qu'elle annonce calmement qu'elle les croira. Avec une expression soulagée, Jang-il joint ses mains et offre ses remerciements. Ginangnang incline la tête, déclarant que fournir des informations est une question distincte puisque son client a blessé son subordonné. Elle lève les yeux avec un regard perçant, déclarant qu'ils auront besoin d'une compensation pour la blessure. Un Jang, il en sueur, s'interroge nerveusement sur sa demande de compensation, tandis que Uieono observe impassiblement. Entouré d'une aura sombre, Ginangnang explique froidement la règle simple du monde non conventionnel. Œil pour œil, vie pour vie. Une image stylisée montre ses subordonnés, lame tirée avec un bruit métallique, encerclant une victime terrifiée. Impassible, Uieono sourit et remarque que tout le monde ici a un penchant pour le dramatique. Entouré de ses partisans armés, Ginangnang le prévient qu'il ne partira pas indemne. Alors que Jang-il essaye de l'arrêter, Uieono agite la main d'un geste dédaigneux, expliquant que c'était une erreur et qu'il n'avait frappé qu'en légitime défense. Le visage de Ginangnang se tord de fureur, tandis qu'elle maudit intérieurement l'homme à l'allure squelettique devant elle. Faisant face aux 2 hommes du haut d'un escalier, elle réitère la simple loi du Murim. Œil pour œil, dent pour dent. Uieono se moque, en disant que sa philosophie ressemble à des conneries d'usurier, ce qui pousse un Jang. Il paniquait à lui crier d'arrêter. Un de ses subordonnés s'avance, menaçant de découper un morceau de chair du visage de Uieono en guise de compensation. Uieono lève une main, leur disant calmement de patienter. Il se pince effrontément son propre visage émacié, expliquant avec un sourire qu'il n'a pas de graisse à revendre puisqu'il n'a pas mangé correctement. Un œil tressaute tandis que Ginangnang serre les dents, sa patience atteignant ses limites. Avec un rugissement furieux, elle hurle l'ordre de le tuer. Ses subordonnés masqués passent à l'action, chargeant Uieono avec des épées rouges luisantes. Tandis qu'il esquive leurs attaques, Uieono se demande comment ils sont passés de prendre de la chair à vouloir le tuer. Il commente froidement le taux d'intérêt élevé qu'il demande pour l'affront. En un éclair de combat brutal et rapproché, le cours de la bataille change instantanément. Uieono contre-attaque sans effort, attrapant un attaquant par le visage. Le visage du subordonné est contorsionné dans un cri silencieux d'agonie. Son physique musclé révélé, Uieono se tient prêt tandis que le chaos se déchaîne. Ginangnang pousse un hurlement d'incrédulité totale face au tournant des événements. Debout calmement tandis que ses adversaires sont projetés dans les airs, Uieono donne un seul ordre. Personne ne bouge. Une épée tombe au sol parmi les corps vaincus, alors qu'il déclare qu'il ne veut pas vraiment les tuer pour l'instant, son corps crépitant maintenant d'une intense aura bleue. Jang-il fixe, incrédule et en sueur, cette démonstration de puissance écrasante. Également choqué,
Ginangnang balbutie en reconnaissant la force pure de son aura. Wiyeo se souvient du conseil sévère de son maître concernant les attaquants, admettant que, bien qu'il n'aime pas le vieil homme, ses paroles ne sont jamais fausses. Ginangnang réalise avec une horreur grandissante qu'elle s'est frottée à la mauvaise personne, quelqu'un bien au-delà de ses capacités. Elle se résout à se ressaisir, sachant qu'un seul faux pas pourrait condamner toute sa branche de la secte Tao. Son attitude ayant complètement changé, elle demande prudemment ce qu'il veut. Ce à quoi une petite version chibi de Wiyeo répond. Des informations. Il s'avance et présente la liste froissée, lui demandant de compléter les informations manquantes. Ginangnang regarde le simple papier avec confusion, se demandant pourquoi ils lui ont amené un monstre pour une affaire aussi triviale. Elle déclare que la tâche n'est pas difficile et prendra environ 15 minutes, ce qu'ils acceptent. Avec un sourire sinistre, elle désigne le chef de la branche de la secte des mendiants, convoquant Jangil à la voir, lequel lâche un « yik » terrifié. Une porte claque avec un fort « ha ». Wiyeo éclate de rire bruyamment, pointant Jangil du doigt. Les joues de Jang, ils sont rouges et comiquement gonflés, comme s'il avait été giflé à plusieurs reprises. Wiyeo lui demande moqueusement si elle l'a battu. Jang, il se défend avec colère, mais Wiyeo rétorque, se demandant si Ginangnang ressemble à un membre de secte ordinaire. Frénétiquement, Yang. Il explique qu'elle est la puissante fille du chef de la secte Tao et sa future héritière, bien trop forte pour qu'il puisse la combattre. Tandis que Jang il poursuit son explication frénétique, Ginangnang retourne calmement dans la pièce. Elle présente les documents terminés à Wiyeo, qui la remercie, tandis qu'un Jang il terrifié recule. Maintenant assise à une table, Ginangnang explique que la secte Tao a ses propres règles de paiement. Il chuchote nerveusement à propos des frais d'information, demandant combien cela coûtera. Wiyeo tend nonchalamment une paume pleine de pièces de bronze, déclarant que le prix est bon marché. La femme aux cheveux noirs déclare que le prix est d'un nyang d'argent, choquant Jangil. En regardant les maigres pièces de bronze dans sa main, Jang Yang, il crie de rage, s'interrogeant sur le prix exorbitant. Ginangnang justifie le prix exorbitant, expliquant que l'information est de haute sécurité, ce que Wiyeo semble accepter. Alors que Wiyeo se lève pour partir, Jang, il lui demande anxieusement où il va, ce à quoi il répond énigmatiquement. « Qu'en penses-tu » Avec un air de sombre détermination, Wiyeo déclare qu'il doit aller gagner lui-même les 5 nyang d'argent. Jang il désespéré attrape la jambe de Wiyeo, protestant qu'il l'a amené ici pour une raison, mais Wiyeo lui demande ce qu'il est censé faire. Pleurant et complètement vaincu, Yang il le supplie d'attendre, serrant ses mains de désespoir. Une narration explique que Jang, il a été contraint d'utiliser tous les gains de Wiyeo, ses propres économies cachées, et une reconnaissance de dette pour couvrir le coût. 5 lingots d'argent scintillants, la cause de tous les problèmes, brille de mille feux. Jang Yang, il serre l'une des pièces d'argent, le cœur serré par la perte financière, tandis que Wiyeo demande avec suffisance s'il pleure. Tandis que Jang il crie à propos de ses économies épuisées, Wiyeo examine les documents et est sincèrement impressionné par leur exhaustivité. Tenant une lettre pliée, Wiyeo demande s'il sera cher de l'envoyer à Guangdong. Ginangnang affirme que ce serait très cher, mais propose de le faire gratuitement en échange de réponses à quelques questions. Elle lui demande son nom et son âge, et il révèle qu'il est Wiyeo, âgé de 17 ans, ce qui fait hurler Jangil d'incrédulité. Ginangnang est stupéfaite, réalisant que ses prouesses martiales dépassent de loin celles d'un adolescent typique de 17 ans. Elle répète pensivement son nom, Wiyeo, les yeux plissés tandis qu'elle reconstitue son identité. Ses yeux s'ouvrent en grand sous le choc, alors qu'elle demande s'il est le deuxième fils du prestigieux clan Wei de Guangdong. Surpris qu'elle le connaisse, Wiyeo lève les yeux de la table et remet en question ses connaissances. Ginangnang explique que le clan Wei les a engagés pour le trouver, ce qui fait réaliser à Jangil, sous le choc, que Wiyeo est le frère cadet de Sanyo. Quand Wiyeo demande comment il connaît son frère aîné, un petit Jangil, excité, surgit en déclarant qu'il est son ami. Après avoir confirmé que la lettre prendrait 10 jours pour arriver, Wiyeo déclare calmement que l'attente est acceptable, tandis que Jang, il fulmine silencieusement d'être commandé par un gamin. D'un mouvement rapide, Ginangnang présente un tissu rouge plié. Elle explique que le tissu le désigne comme un invité spécial de la secte Tao, et qu'il appellera un informateur s'il est montré. Tandis que Wiyeo médite intérieurement sur l'incroyable talent de sa cible, il demande si le marqueur spécial est gratuit. Ginangnang répond sèchement « non », pensant qu'une telle personne est inouïe.
Décidant qu'il est préférable de former une alliance, Ginangnang rejette sa dernière question comme inutile et lui offre plutôt sa prochaine information gratuitement. Elle clarifie que l'offre est un geste spécial pour compenser leur conflit antérieur et le fidéliser en tant que client précieux. Wi Yeono balaye l'incident d'un revers de main, mais Chang-il, avec son visage enflé, se plaint d'avoir été battu et fauché, recevant une moquerie de Chibi pour être un perdant. Marchant dans une rue animée de la ville, Jang. Il continue de broyer du noir, marmonnant à propos de son argent perdu. Wi Yeono lui conseille nonchalamment que l'argent va et vient, et qu'il devrait embrasser ses racines de mendiant au lieu d'être avide. Jang. Il fulmine intérieurement, frustré de ne même pas être assez fort pour se venger en battant Wi Yeono. Agitant une main de manière dismissive, Isangil tente de se séparer, déclarant que leur affaire est maintenant terminée. Wi Yeono lui attrape le bras, expliquant qu'il y a un problème, ce qui fait hurler un Jang. Il est exaspéré. Et maintenant ? Affichant un sourire brillant et insouciant, Wi Yeono annonce joyeusement qu'il n'a pas d'argent. Une expression de pure fureur nerveuse déforme le visage de Jang-il. La scène se déplace vers un grand et paisible domaine dans les montagnes, où Ginangnang se tient pensivement sur un balcon. Elle contemple le lointain, son expression pensive, après la rencontre chaotique de la journée. Appelant à l'intérieur du bâtiment, elle convoque son subordonné, Gongmu, qui lui répond immédiatement. Elle donne l'ordre de faire savoir que le fils disparu du clan Wi est revenu en tant que maître martial, alors que Wi Yeono arrive à l'Institut Grand Hanlim. Wi Yeono fixe l'Institut devant lui, son expression sérieuse et déterminée. Une vue aérienne révèle le vaste et magnifique campus de l'Institut Songlin Grand Hanlim, niché parmi des arbres colorés et des étangs sereins. Au sein de l'Institut, un homme à moustache et chignon est assis paisiblement, savourant une tasse de thé près d'une fenêtre. Identifié comme le troisième grand érudit Moon Yuan, il sourit contentement, commentant à quel point le moment est agréable. Une jeune femme avec des rubans rouges noués dans les cheveux s'approche de lui respectueusement et l'appelle père. La jeune femme, présentée comme sa fille, Moonenj, l'informe qu'un invité est arrivé. Bien que Moon Yuan dise n'avoir aucun rendez-vous, sa fille clarifie que l'invité souhaite simplement jouer une partie de Go. Ravi par la perspective, le visage de l'érudit s'illumine d'un rougissement et d'un sourire impatient. Moonenj annonce l'arrivée de l'invité alors que Wi Yeono entre dans la pièce, observant son environnement. Regardant l'étang serein, Wi Yeono déclare poliment qu'il espère ne pas s'immiscer. Moon Yuan l'accueille chaleureusement, désignant le plateau de Go préparé. Alors qu'il prend place en face de l'érudite, Wi Yeono explique que le Go est le seul type de jeu qu'il sait jouer. L'érudit accepte volontiers la partie, choisissant les pierres blanches et invitant son hôte à commencer. Avec une concentration intense, Wi Yeono annonce « Je vais commencer » et plonge sa main dans le bol pour une pierre noire. Il choisit une pierre noire dans la bourse, ses doigts sélectionnant habilement son premier coup. L'érudit, Moon Yuan, écarte mentalement son adversaire, supposant qu'il ne cherche qu'une aumône et décide de l'aider après la partie. Avec un tac sec, Wi Yeono claque la pierre sur le plateau avec une force et une intensité surprenantes. Les yeux de Moon Yuan s'écarquillent de surprise, décontenancé par le coup d'ouverture agressif et assuré. Réévaluant la situation, l'érudit réalise que son invité n'est certainement pas un débutant et trouve le développement intéressant. Moon Yuan se caresse le menton pensivement, impressionné par la vitesse et le niveau d'expérience rare du jeune homme. Avec une série de claquements rapides, le jeu se déroule à un rythme effréné entre les deux adversaires silencieux. L'érudit reste concentré tandis que le bruit des pierres frappant rapidement le plateau emplit la pièce, par ailleurs silencieuse. La main de Moon Yuan hésite au-dessus du plateau, sa concentration brisée à mesure que la complexité du jeu augmente. Suant sous la pression, l'érudit fixe le plateau avec incrédulité, se demandant ce qui se passe. Wi Yeono se penche en avant avec un sourire prédateur, le narguant à faire un mouvement, tandis qu'une narration le qualifie de démon de guerre. Le plateau de Go révèle une formation complexe et agressive, mettant en lumière la stratégie implacable de Wi Yeono. Malgré la pression, Moon Yuan lève les yeux du plateau, une seule goutte de sueur sur le visage, et pense « Incroyable ». Les pierres semblent tomber à travers un vide, représentant le chaos et la profondeur du jeu. Dans une visualisation saisissante, Moon Yuan compare le style de jeu de son adversaire à la puissance écrasante des vagues océaniques en furie. Il poursuit sa réflexion, voyant Wi Yeono comme un combattant enragé par la bataille qui attaque inutilement, représenté par une bête sombre aux yeux rouges luisants. La visualisation monstrueuse se poursuit, montrant un démon ailé plongeant pour exploiter la moindre ouverture.
Le démon charge en avant, sa gueule béante prête à dévorer sa proie, tout comme Wi Yeono attaque sur le plateau. Sur une grille rouge incandescente, Wi Yeono incarne cette aura démoniaque, sa main prête à frapper. Ses yeux brillent d'une intensité rouge, tandis que la narration déclare une fois de plus qu'il est un démon de guerre. Wi Yeono se souvient du marché de son cruel maître, du repos pour une victoire ou un entraînement intensifié pour une défaite, admettant que le vieil homme était très strict. Il demande ensuite à rester un moment, expliquant que son maître lui a ordonné de rester dans la région de Rulin. Mun Yo-wan accepte volontiers d'aider, lui offrant le logement aussi longtemps que nécessaire tandis que sa fille, Mun Eun-ji, les observe. L'érudit ordonne à sa fille de tout préparer, mais Wi Yeono l'interrompt pour admettre qu'il n'a pas d'argent. Mun Yo-wan rit de bon cœur, expliquant qu'il n'avait jamais attendu de paiement, et qu'il avait de toute façon l'intention de lui offrir une chambre. Il propose un arrangement simple. En échange de son séjour, Wi Yeono jouera au Go avec lui ou ses invités de temps en temps. Wi Yeono accepte les conditions avec désinvolture, trouvant l'arrangement plus que juste. Tandis que Wi Yeono prend congé de l'érudit, Moon Inge lui fait signe de la suivre. Immergé dans un bain fumant, Wi Yeono pousse un soupir de pure béatitude, trouvant l'expérience incroyablement agréable. Il médite que, bien qu'il ait détesté les bains enfants, celui-ci est différent, laissant sa peau plus propre. Submergé par l'émotion, il blâme son maudit vieil homme pour ses anciennes difficultés alors qu'une image fantomatique de son maître rieur apparaît. Portant des vêtements frais, Moon Eun-ja marche vers le bain public, ses pas résonnant doucement. Perplexe, elle se demande pourquoi son père a été si prompt à accepter un étranger d'allure rustre comme invité. Un pied éclabousse en sortant de l'eau du bain. Elle entre dans la pièce pour être stupéfaite par la vue du dos incroyablement musclé de Wi Yeono alors qu'il émerge de la vapeur. Poussant un cri perçant, elle surprend un Wi Yeono confus qui se retourne et demande ce qui ne va pas. Rouge de confusion, elle balbutie qu'elle l'avait pris pour un fantôme et le supplie de se couvrir. Mun Eun-ji le fixe, les yeux écarquillés et rougissante, son physique torse nu alors qu'il se tient devant elle. Wi Yeono s'enroule une serviette autour de la taille, son torse ciselé dégoulinant encore d'eau. Regardant de nouveau la jeune femme déconcertée, il demande calmement si son état vestimentaire actuel est suffisant. Tandis que Moon Eun-ji demande maladroitement qui il est, Wi Yeono, enveloppé dans une serviette, lui pose la même question. Quelques jours plus tard, la voix de Moon Eun-ji résonne à travers le domaine alors qu'elle appelle son père. Elle se précipite vers Moon Yo-wan, exigeant qu'il intervienne auprès du nouveau qui a pris résidence chez eux. Agacée, elle se plaint que Wi Yeono ne fait que dormir et manger, ayant été complètement paresseux toute la semaine. Moon Yo-wan sourit simplement, semblant indifférent aux plaintes de sa fille concernant leur nouvel invité. Tandis que son père s'éloigne calmement, elle continue sa tirade sur la paresse, avant qu'il ne réalise qu'il n'a même jamais demandé le nom de leur invité. Moon Yo-wan explique calmement à sa fille, Eun-ji, qu'une partie de Go révèle beaucoup sur le caractère d'une personne. Il développe qu'on peut feindre des expressions, mais que la vraie nature est mise à nu sur le plateau de Go, car une personne impatiente ne peut simuler la patience. Moon Yo-wan poursuit sa réflexion interne, affirmant que l'histoire de la vie d'une personne se révèle à travers une partie de Go, et que Wi Yeono semble véritablement apprécier le combat. L'érudit conclut que son invité n'est certainement pas une personne paresseuse, mais plutôt quelqu'un qui a mené une vie très difficile. Il rationalise qu'un soleil éclatant projette une ombre sombre, croyant que la paresse de Wi Yeono n'est qu'un repos bien mérité après ses épreuves passées. Utilisant un proverbe sur un oiseau cherchant abri de la pluie, Moon Yo-wan dit à sa fille de laisser leur invité se reposer sans jugement. Les yeux fermés, Moon Eun-ji expire et dit à contre-cœur « D'accord ». Ouf. Ses yeux s'ouvrent brusquement avec un sourire narquois alors qu'elle révèle qu'elle faisait seulement semblant d'être d'accord. Elle trouve Wi Yeono évanoui sur le sol de sa chambre désordonnée, entourée de vaisselle vide et ronflant bruyamment. Convaincue que son père a été trompé par un bon à rien, elle jure de faire expulser Wi Yeono. Dominant sa forme endormie, Moon Eun-ji se tient les bras croisés, rayonnant d'une juste indignation. Elle le dévisage, méditant un instant sur son étrange comportement. Lui criant de se lever, elle arrache violemment sa couverture, le faisant tomber au sol. S'asseyant groggy, Wi Yeono lui dit effrontément de le prévenir quand le soleil se couchera. Furieuse, elle le réprimande pour n'avoir fait que dormir pendant une semaine entière, alors que tout le monde à l'institut étudie. Il répond calmement que les gens étudient parce qu'ils le veulent, et qu'il dort parce qu'il le veut, demandant où est le problème. Moon Eun-ji explose de rage,
lui criant dessus pour être un parasite qui ne se baigne même pas, et se plaignant que sa famille ne peut pas se permettre de nourrir quelqu'un qui ne fait que paresser. Quand Wii commence à mentionner la permission de son père, elle le coupe court, déclarant qu'elle est celle qui gère l'argent. Avec un air de ferme résolution, elle attend sa réponse. Après une brève pause, un Wii la concède finalement, demandant ce qu'il doit faire. Elle lui présente sa tâche, faire la lessive, en désignant plusieurs piles massives et malodorantes dans la cour. Après que Wii ait exprimé son incrédulité face à l'énorme volume de linge pour la nourriture d'une seule personne, elle confirme l'accord, provoquant sa réplique sarcastique à propos des paillettes d'or dans son riz. Tandis qu'il s'éloigne, elle lui souhaite bonne chance, planifiant secrètement de lui faire relaver tout ce qui ne serait pas parfaitement propre. Souriant d'un air suffisant, elle se dit qu'il mérite cette corvée et qu'il ne pourra jamais tout finir en une journée. Son expression suffisante se transforme instantanément en un pur choc, la faisant transpirer. Elle regarde avec incrédulité des rangées de linge étincelants et parfaitement étendus, se demandant comment il a pu finir. Levant les yeux vers les draps d'une propreté éclatante, elle se demande s'ils ont jamais été aussi blancs. Perplexe, elle observe Wii se détendre déjà sur le porche et se demande comment il a réussi l'impossible tâche. Serrant le poing, elle refuse d'abandonner, déterminée à trouver un autre moyen de le faire travailler. Sa prochaine tâche est révélée. Une pile massive de bûches non coupées et une seule hache pour fendre du bois. Lorsqu'il demande s'il doit tout couper, elle lui donne une semaine, pariant secrètement qu'il s'enfuira après un seul jour. Elle revient pour trouver une montagne de bois de chauffage parfaitement coupée et empilée, une tâche qu'elle estime aurait dû prendre 10 personnes pendant 10 jours. Lorsqu'elle lui assigne le jardinage, elle trouve tout le terrain parfaitement entretenu, avec lui endormi à côté d'un balai. Serrant les poings dans une frustration totale, elle se demande furieusement comment il peut être si incroyablement capable. Ailleurs, le maître aux cheveux blancs de Wii dit à un subordonné que l'érudit a commis une erreur en accueillant ce type. Le maître explique avec un sourire narquois que, même si ce n'est pas intentionnel, Wii est un aimant à catastrophe, et les problèmes le suivent partout. Il cite le chaos actuel dans l'ancien hall d'érudits paisibles de Rulin comme le dernier exemple de l'influence de Wii Le subordonné regarde, intrigué, et demande ce qui s'est passé. Avec l'allure d'un grand conteur, le maître commence son récit des événements qui se sont déroulés. L'histoire commence par le simple mot « Go » au-dessus d'une image floue du plateau de jeu. De retour à l'institut, un Wii épuisé pousse un soupir, se demandant comment sa situation a pu dégénérer à ce point. Il est entouré d'une foule massive d'érudits qui ont afflué à l'institut après avoir reçu des lettres de Munyuan les invitant à jouer. Une pierre stagnante pourrie. Une table dressée attend son propriétaire. Munyuan est montré en train de rédiger les invitations, demandant à des adversaires dignes de venir jouer une partie de Go. L'air ennuyé, Wii joue avec une vitesse fulgurante, faisant des mouvements qui laissent toute la foule en admiration. Tandis que la foule observe, un autre challenger incline la tête et admet sa défaite. Avec une expression lasse, Wii crie. Suivant. Étant devenu l'attraction principale incontestée du Grand Institut Hanlim. Un nouveau match commence alors qu'une pierre noire est violemment claquée sur le plateau, avec une force incroyable. Un nouveau challenger, un homme à l'air sérieux avec une queue de cheval doré, étudie attentivement le coup d'ouverture. Il remet en question la stratégie en interne, considérant le mouvement non conventionnel comme quasiment suicidaire. Il reconsidère rapidement, réalisant que cela ne peut pas être une simple erreur, et qu'un tel mouvement ne serait insensé que pour un civil ordinaire. Sous le titre « Génie de Hanlim », Wii tient son menton, un léger sourire narquois et connaisseur sur le visage. Le challenger au chignon doré transpire, persuadé que le mouvement de Wii est un piège qu'il doit éviter. Soulagé, le challenger pense avoir sagement évité un complot, remarquant que Wii tremble. Un Wii enragé hurle intérieurement, furieux que son adversaire se soit retiré de son coup délibérément faible. Posant une pierre, il se lamente intérieurement d'avoir fait le coup pour perdre, sinon il sera piégé à jouer pour toujours. Le challenger incline la tête en signe de défaite, admettant sa perte devant un Wii stupéfait. Des larmes de pure frustration coulent sur le visage de Wii alors qu'il maudit silencieusement sa situation. UGH, il titube loin du plateau de Go, complètement épuisé. Il désespère que ses mouvements suicidaires, destinés à garantir une défaite, n'aient fait qu'effrayer ses adversaires. Se saisissant la tête de panique, il réalise que ses victoires involontaires n'attireront que plus de challengers. Tundume, serrant son dos endolori,
il soupire qu'il préférerait faire la lessive. Ses pensées sont interrompues par la voix d'une femme criant avec défi qu'elle ne veut pas. Curieux, Uyeono jette un œil derrière un paravent décoratif pour voir ce qui se passe. Il voit un homme imposant, couvert de bijoux en or, nommé Nok Mokpung, presser une jeune femme de l'épouser. La femme, les cheveux noués avec des rubans rouges, croise les bras et rejette catégoriquement sa proposition. Nok Mokpung l'avertit qu'elle regrettera sa décision, mais elle insiste avec défi qu'elle ne le fera pas. Il se penche, lui rappelant de manière menaçante qu'il obtient toujours ce qu'il veut et que son offre ne sera pas aussi polie la prochaine fois. Elle le met au défi audacieusement de faire de son pire, certaine que le grand institut Hanlim est trop fort pour tomber à cause d'elle. Nok Mokpung sourit narquoisement, lui rappelant qu'il a le pouvoir de le faire et qu'elle le sait. La jeune femme grince des dents, ses yeux remplis de fureur et de frustration. Elle l'accuse furieusement d'être arrogant et jure de ne jamais l'épouser, tandis qu'il réplique calmement que ce n'est pas impossible. Ayant dit son mot, elle lui fait ses adieux et se tourne pour s'éloigner furieusement. Clac. Il lui saisit violemment le poignet, l'empêchant de partir. « Tiag !» Il la tire en arrière alors qu'elle se débat, lui criant de la lâcher. Se penchant, Nok Mokpung l'avertit qu'il est dans son intérêt de ne pas le mettre en colère. Il se lèche les lèvres d'un air menaçant, demandant si elle pourra maintenir son audace s'il décide de la prendre par la force dès maintenant. La femme se fige, un regard de pure terreur sur son visage alors qu'elle transpire. Une nouvelle voix intervient, remarquant à quel point de tels propos sont inappropriés chez quelqu'un d'autre, surprenant la femme terrifiée. Uyeono se tient à proximité, les bras croisés, ayant été témoin de toute la confrontation. Muneunj, le reconnaissant, lui demande avec colère s'il a terminé la lessive et le bois de chauffage qu'elle lui avait assigné. L'air complètement épuisé, Uyeono explique qu'il a joué au go, sa main tremblant visiblement d'épuisement. Il prend délicatement l'un des rubans rouges de ses cheveux, lui disant qu'il l'empruntera tandis qu'elle le regarde, confuse. D'un claquement sec, il attache habilement ses longs cheveux en désordre en une queue de cheval. Son expression devient sérieuse alors qu'il fixe le vide, prêt pour un nouveau genre de bataille. Uyeono passe devant Munenji et confronte Nok Mokpung, s'excusant sarcastiquement pour ses mauvaises manières d'avoir écouté aux portes. Il dénonce ensuite l'hypocrisie de Nok Mokpung, demandant si une personne soucieuse des manières agit comme il vient de le faire. Les yeux de Nok Mokpung s'écarquillent alors qu'il reconnaît le nouveau venu, l'identifiant comme le génie de Hanlim, Tejima. Uyeono sourit narquoisement, le remerciant pour la reconnaissance, avant d'ajouter d'un ton dédaigneux qu'il n'a aucune idée de qui est Nok Mokpung. Alors que Nok Mokpung commence à se présenter, Uyeono le coupe d'un geste joyeux, disant qu'il s'en moque éperdument. Le visage de Nok Mokpung se tord dans un spasme de rage pure et inaltérée. Il fulmine contre Uyeono, lui disant qu'il aurait dû se mêler de ses affaires et s'en tenir à jouer au go. Uyeono sourit malicieusement, admettant qu'il est exceptionnellement doué pour gêner les gens, tout comme maintenant. Tremblant de fureur, Nok Mokpung ne peut que le maudire. La tension est brisée par un groupe d'érudits qui demande avec empressement à Uyeono de jouer une partie le lendemain, ce à quoi il accepte nonchalamment. Voyant qu'il est en infériorité numérique et déplacé, Nok Mokpung ricane et décide de partir. S'arrêtant à l'entrée, il lance un dernier avertissement à Munenj, lui disant de ne pas oublier son offre. Il menace que si elle ne vient pas à lui volontairement dans 3 jours, il fera les choses à sa manière avant de partir. Uyeono le regarde partir, son expression désormais sérieuse et pensive. Se tournant vers une Munenji soupirante, Uyeono demande calmement qui était cet homme. Elle explique que Nok Mokpung est le fils adoptif d'un dignitaire du palais impérial, un homme qui détient un pouvoir immense. Uyeono demande à Muneunj ce que Nok Mokpung lui disait, mais elle reste silencieuse et pensante. Essini. Avec une expression agacée, elle admet qu'il veut l'épouser et n'acceptera pas de refus. Uyeono suggère nonchalamment qu'il semble être un bon parti, s'attirant une menace de mort furieuse de la part d'une Munenj enragée. Elle clarifie avec dégoût qu'il n'est pas intéressé par elle romantiquement. Il veut juste l'utiliser. Munenji explique que si les gens disent que son père, Mun Yuan, ferait un grand politicien, il évite la fonction publique pour une raison spécifique. Lorsque Uyeono devine avec insolence que c'est à cause de son amour pour le go, elle le rabroue furieusement. Elle révèle la vraie raison. Les eunuques du palais impérial se méfient énormément de son père. Munenj déclare passionnément que le grand institut Hanlim est différent des autres.
Elle explique que bien que leur indépendance ait rendu les choses difficiles, elle leur a permis de nouer des liens profonds avec de nombreuses autres organisations. Son explication atteint un point culminant, suggérant que si son père pouvait contrôler les forces de Ruilin, cela changerait tout. Uyeono déduit correctement que cela mettrait les eunuques en danger, un fait qu'elle confirme sombrement. Elle explique que les eunuques ont trouvé un nouveau moyen d'établir une connexion avec une figure puissante de Ruilin, sans risquer une opposition unifiée. Le plan est révélé. Son mariage avec Nokmokpung, qui est montré en train de faire son rapport à un grand homme assis qu'il appelle père. Nokmokpung informe son père que l'arrivée du génie de Hanlim pourrait compliquer leur plan. Son père, identifié comme Nokji, chef des eunuques, rejette le génie comme un bon à rien inutile qui ne fait que jouer au go. Nokmokpung clarifie que le problème n'est pas le génie lui-même, mais les foules de challengers qu'il attire de toute la nation. Il explique qu'avec tant d'yeux rivés sur l'institut, ses actions sont limitées, et il est trop risqué de faire un mouvement. Nokgi regarde le ciel éclairé par la lune, reconnaissant qu'il comprend l'hésitation de son fils. Se retournant avec une expression sérieuse, il demande à Nokmokpung s'il croit que cette mission est uniquement pour son propre bénéfice. Nokmokpung est pris de sueur froide, stupéfait, et réduit au silence par la question. Nokgi déclare que leur mission de prendre le palais impérial leur a été donnée par l'unique. Avec une gravité inébranlable, il déclare qu'échouer à cette mission n'est pas une option pour aucun d'eux. Dominant le terrifié Nokmokpung, Nokji révèle qu'il craint plus de décevoir leur maître que la mort, et son fils affirme qu'il comprend. Caressant ses longs cheveux, Nokji suggère calmement que parfois, la violence est nécessaire. Un Nokmokpung confus lève les yeux, demandant ce qu'il veut dire. Avec des éclairs crépitants dans ses yeux brillants, Nokgi donne un ordre glaçant. Utiliser la foule à leur avantage et les tuer tous. Il ajoute que son ordre inclut le génie de Hanlim, tandis que la scène revient à Uyeono qui s'assoupit. Le grand institut Hanlim est montré dans une vue diurne paisible et étendue. Ailleurs, un puissant ancien à la longue barbe blanche demande à Moon Yuan s'il n'est toujours pas intéressé par un poste gouvernemental. Assis en face d'un plateau de go, Moon Yuan s'excuse simplement de son refus. L'ancien le presse, lui demandant pourquoi il ne voit pas la nécessité d'être au centre du pouvoir pour arrêter Nokgi. Ouf. Poussant un long soupir, l'ancien s'adresse à Moon Yuan par son nom. Il se tient au-dessus de Moon Yuan, l'avertissant que les récents mouvements des eunuques ont été très suspects. L'ancien développe sur l'instabilité croissante, expliquant que Nokgi corrompt à la fois les militaires et les fonctionnaires érudits. Une image sombre et menaçante de Nokgi apparaît, entourée d'une aura rouge sinistre. Moon Yuan lève les yeux pensivement, commençant à poser une question. Il demande pourquoi un eunuque, qui ne peut pas avoir d'enfant, voudrait même commencer une révolution, une question que l'ancien confirme être le mystère central. Se penchant, l'ancien offre une possibilité choquante. Et si Nokgi servait un autre maître ? Un montage brutal dépeint les sanglantes luttes intestines politiques parmi les eunuques du palais. La narration questionne comment Nokgi, sans aucune base, a réussi à survivre et à s'élever à travers le carnage. Sous une lune rouge sang, l'ancien note comment tous les rivaux de Nokgi ont opportunément trouvé leur fin, comme si quelqu'un lui frayait le chemin. Moon Yuan écoute attentivement mais suggère prudemment que tout pourrait être une coïncidence. L'ancien est en désaccord, déclarant qu'après une longue observation, il est maintenant certain que quelqu'un aide Nokgi en coulisses. Il lance un appel passionné, disant à Moon Yuan qu'ils doivent s'unir pour s'opposer à lui. Moon Yuan reste évasif, disant qu'il y réfléchira davantage, ce qui provoque un soupir de l'ancien. Changeant de sujet, l'ancien interroge sur le nouveau génie que Moon Yuan a accueilli, éveillant l'intérêt de Moon Yuan. Le visage de Moon Yuan rayonne de fierté, alors qu'il s'enthousiasme, en disant que le génie est incroyable et cache son véritable potentiel. Intrigué, l'ancien demande quand il pourra rencontrer cette personne, se rappelant que sa fille Hanju était censée l'amener. L'attention de Moon Yuan est attirée par l'entrée lorsqu'il entend une arrivée, et les accueille joyeusement. Uyeono, décoiffé, et les robes ouvertes laissant apparaître un torse musclé, arrive avec Moon Eunje et annonce sa présence. Moon Yuan et l'aîné regardent tous deux, confus, cette arrivée inattendue. Moon Yuan s'excuse de la convocation matinale, mais Uyeono prétend avoir bien dormi, ajoutant sarcastiquement qu'il aurait mieux dormi si on ne lui avait pas versé de l'eau froide sur le visage. Amusé, Moon Yuan lui dit qu'il est ravi, et qu'il voulait lui présenter quelqu'un. L'aîné à la longue barbe blanche se présente humblement comme un simple passant.
Moon Eun-ji demande la raison de la visite et son père explique que l'aîné veut jouer au Go. Wi Yeono refuse immédiatement et catégoriquement, déclarant qu'il ne peut pas jouer. L'aîné s'interroge sur son refus puisqu'il a joué avec tout le monde, mais Wi Yeono le nie à nouveau avec insistance. Wi Yeono clarifie qu'il ne s'agit pas de refuser de jouer, mais de respecter l'ordre établi, car d'autres attendent déjà leur tour. L'aîné rit avec assurance, suggérant qu'il peut facilement résoudre le problème en demandant aux autres de le laisser passer en premier. Wi Yeono réplique calmement qu'utiliser son statut pour passer devant n'est pas une solution, c'est de la coercition. L'aîné, visiblement interloqué par l'accusation directe et sans concession du jeune homme. Wi Yeono poursuit, expliquant que les gens n'accepteraient qu'en raison du statut social élevé de l'aîné, et non par réelle volonté. Il conclut fermement en déclarant qu'il valorise les promesses et les règles par-dessus tout. L'aîné grince des dents, réalisant que ce jeune homme difficile est plus intègre qu'il ne l'avait anticipé. Lorsque l'aîné le presse de trouver une solution, Wi Yeono lui dit simplement d'attendre son tour, provoquant un soupir de frustration. Moon Eun-jae s'avance, disant à son père qu'elle pense pouvoir résoudre la situation. Alors que l'aîné l'interroge, elle confirme qu'elle peut aider, tandis qu'en arrière-plan, un Wi Yeono défiant fait un geste de négation à l'aîné. Moon ricane intérieurement, pensant qu'il est absurde que Wi Yeono prétende valoriser les règles et les promesses. Elle se penche et chuchote une offre à Wi Yeono. S'il joue cette seule partie, elle annulera tous ses autres matchs de la journée. Alors qu'elle clarifie qu'elle parle de tous les matchs du jour, le visage de Wi Yeono se tord sous le choc et la joie absolue. Wi Yeono feint la réticence, citant sa morale, avant d'essayer de négocier pour annuler aussi les parties du lendemain. Moon Eun-jae le rabroue instantanément. Avec un regard sévère, elle lui dit qu'il n'y a pas de place pour la négociation et de faire son choix. Ayant pris sa décision, Wi Yeono s'installe avec enthousiasme au plateau de Go et déclare que la partie peut commencer. L'aîné observe avec une profonde irritation, tandis que Moon Yuan se tient à ses côtés. Dégoûté par la tournure des événements, l'aîné s'enrage intérieurement que Wi Yeono ne soit pas un homme de parole. Bien qu'il ait envie de partir, l'aîné décide qu'il doit rester pour voir la partie jusqu'au bout et découvrir ce qu'est vraiment ce génie. D'un claquement sec, l'aîné place une pierre sur le plateau, prêt à tester l'habileté de son adversaire. Le plateau de Go est montré avec les premiers coups de la partie déjà jouée. Alors que la nuit tombe, la partie continue, l'aîné étant toujours assis en face du plateau, contemplant son prochain coup. Moon Yuan s'approche et demande à l'aîné s'il a apprécié la partie, ce à quoi l'aîné répond par un fredonnement pensif. L'aîné reste silencieux un instant, serrant sa poitrine tandis qu'une aura rouge sinistre semble s'élever du plateau de Go lui-même. Il décrit le style de Wi Yeono comme étonnamment violent et rapide, une sorte de férocité qu'il n'avait jamais vue, même dans une partie de stratégie militaire. Avec une expression grave, il se demande quel genre de vie le jeune homme a dû mener pour jouer avec une telle agressivité. L'aîné déclare que Wi Yeono n'est pas celui qu'il cherche, trouvant sa paresse et sa violence indésirables. Il qualifie la visite de perte de temps et demande à Moon Yuan pourquoi il tient le génie en si haute estime, ce à quoi Moon Yuan répond « Parce que j'ai vu ». Intrigué, l'aîné demande ce qu'il a exactement vu. Moon Yuan commence à raconter une partie passée où il avait fait un coup prophylactique intelligent contre Wi Yeono. Il se souvient s'être senti fier du coup, persuadé que c'était un coup brillant. Confiant que la partie était gagnée, il admet avoir cessé de prêter une attention particulière au plateau. Mais un flashback montre que Wi Yeono est resté entièrement concentré, analysant l'état de la partie. En ce moment d'intense concentration, une vision cosmique d'étoiles et de galaxies remplit l'œil de Wi Yeono, signifiant un moment de profonde perspicacité. De retour au présent, l'aîné et Moon Yuan traversent la cour tranquille de nuit. L'aîné, toujours sceptique, demande à Moon Yuan s'il est certain de ce qu'il a vu. Moon Yuan regarde en arrière avec une certitude inébranlable et confirme qu'il est sûr. L'aîné lâche un PFF dédaigneux tournant le dos à Moon Yuan. Il déclare qu'il ne prendra pas Wi Yeono, bien que Moon Yuan semble amusé par sa décision. Alors qu'ils se séparent, l'aîné dit que si son temps a été perdu avec le génie, il a au moins pu voir son vieil ami, mentionnant qu'il doit partir tôt demain pour des affaires pressantes. L'aîné rappelle à Moon Yuan l'atmosphère tendue à laquelle ils ont dû faire face dernièrement, et Moon Yuan hoche la tête en signe de compréhension. En regardant la pleine lune, l'aîné déplore la honte que représente la situation. L'histoire passe à une scène nocturne sereine, avec une pleine lune brillant à travers les branches d'arbres en silhouette. Un homme imposant aux longs cheveux noirs, vu de dos, remarque que la nuit est parfaite. Un subordonné masqué informe l'homme imposant que les préparatifs sont terminés,
Ce à quoi il répond simplement « Très bien ». Flanqué d'assassins masqués dans les bois, l'homme imposant aux chaînes en or se tient avec une présence menaçante. Avec un sourire confiant, l'homme imposant donne l'ordre d'en finir rapidement. Pat, pat, pat. Des assassins entrent en action, leurs mouvements fondant l'air nocturne. Une escouade d'assassins masqués descend du ciel, brandissant leurs armes. Un garde solitaire bâille bruyamment, complètement inconscient du danger imminent. Son bâillement est interrompu alors qu'une goutte de sueur coule sur son visage. Il fixe, soudain terrifié. L'homme imposant aux chaînes en or fait sa grande et intimidante entrée. Un massacre brutal s'ensuit alors que des assassins à l'énergie bleue lumineuse déchirent les gardes, qui crient d'agonie. Urg. Un dernier garde tombe au milieu des corps de ses camarades tombés. L'homme imposant sourit, remarquant que c'est pourquoi ils auraient dû l'écouter quand il était gentil. Pat. Il lève la main et hurle à ses hommes de les attraper tous. Levant les yeux avec un sourire sinistre, il déclare que cette nuit, le grand institut Anlim deviendra une prison dont même un rat ne pourra s'échapper, alors que la scène se déplace sur Wii gémissant dans son sommeil. Une femme aux cheveux noirs et ruban rouge apparaît avec une expression sérieuse. Le visage de l'homme imposant se tord de rage, alors qu'il jure de donner une leçon à cette garce aujourd'hui. La cour de l'institut est remplie d'individus capturés, tous ligotés et agenouillés devant des gardes armés. Un Moon Yuan ligoté interpelle ses ravisseurs, exigeant de connaître la signification de tout cela. L'homme imposant affirme avoir reçu des informations sur des activités suspectes à l'institut, notant les récentes visites de personnes de haute autorité, mais un captif rétorque en demandant en quoi cela est suspect. Avec un air suffisant, l'homme imposant demande quelle autre raison pourrait pousser des personnes au pouvoir politique et martial à se rassembler. Il déclare que la seule possibilité est une révolution, laissant les captifs stupéfaits. Quoi ? Moon Yuan réfute furieusement l'accusation, criant qu'ils ne sont là que pour jouer au go. Les captifs regardent avec peur leur leader debout devant eux, liés par d'épaisses cordes rouges. Moon Yuan insiste qu'il est sérieux et évoque les rumeurs sur le génie, mais l'homme imposant les rejette, affirmant que les rumeurs peuvent être facilement fabriquées. La caméra passe en revue les captifs effrayés et ligotés, y compris Moon Yuan et Moon Hunja. L'homme imposant demande où est le génie, et son subordonné masqué demande qui il cherche, précisant qu'il parle du génie. Un autre subordonné rapporte qu'il n'y a plus personne dans le bâtiment. L'homme imposant médite que le génie a dû s'enfuir tôt, le traitant de chanceux salaud d'avoir échappé avant leur arrivée. Il s'adresse aux prisonniers agenouillés, promettant faussement de les libérer, et de s'excuser si aucun problème n'est trouvé. Un subordonné s'agenouille devant son chef, annonçant avec un cliquetis « Je l'ai trouvé !» Il présente un livre étiqueté « Signatures », affirmant que c'est un accord signé par ceux qui planifient la révolution. Quoi ? Moon Yuan et les autres captifs s'écrient sous le choc, insistant sur le fait qu'ils n'ont jamais fait une telle chose. L'homme imposant brandit le livre comme une preuve accablante, déclarant qu'il y a des preuves juste devant eux. Moon Yuan fixe avec une fureur froide, réalisant qu'ils ont été piégés dès le début et qu'ils se sont fait avoir. Les autres captifs paniquent, proclamant désespérément leur innocence et leur ignorance de toute activité révolutionnaire. Un homme ligoté aux longs cheveux blancs, identifié comme Nok Mokpung, observe froidement que c'est un incident intéressant. L'homme imposant plisse les yeux reconnaissant le nouveau captif. Le captif est dramatiquement révélé être l'inspecteur royal en chef Li Wangjia, le frère de l'empereur, qui crie son nom. Avec un regard furieux, Li Wangjia rugit à l'homme de l'appeler par son titre approprié, l'inspecteur royal en chef. Les autres captifs regardent avec un espoir renouvelé, croyant être sauvés maintenant que le frère de l'empereur est là pour témoigner de leur innocence. L'homme imposant joint ses mains dans un geste de faux respect, affirmant qu'il n'aurait pas fait cela s'il avait su que Li Wangjia était présent. Li Wangjia lui dit qu'il n'est pas rancunier et lui ordonne de libérer tout le monde. L'homme imposant temporise, demandant à poser une question d'abord, ce qu'un Li Wangjia irrité lui permet. Il se penche et demande à Li Wangjia pourquoi il a planifié cette révolution, laissant l'inspecteur totalement choqué. Avec un sourire large et terrifiant, l'homme imposant se moque de lui demandant s'il pensait vraiment qu'il ne saurait pas qu'il était là, tandis que Li Wangjia balbutie d'incrédulité. Deux gardes forcent l'inspecteur royal en chef à s'agenouiller. Li Wangjia explose dans un accès de rage, hurlant que l'arrogance de l'homme n'a pas de limite, et jurant qu'il ne s'en sortira pas en le piégeant. L'homme imposant le corrige calmement, expliquant qu'il ne rapportera pas cela car il ne reverra plus jamais sa majesté. Entouré de ses gardes, un grand homme aux longs cheveux noirs condamne un groupe de prisonniers ligotés à une exécution immédiate,
pour avoir planifié une révolution. L'ancien capturé à la longue barbe blanche maudit furieusement son ravisseur, qui rejette avec suffisance ses supplications comme de simples mendicités. Le grand homme sourit narquoisement, annonçant qu'avant l'exécution massive, quelqu'un de spécifique doit mourir en premier. Il nomme sa cible, une Moon-Unj défiante et ligotée, qui lui rend son regard furieux. S'agenouillant devant elle, il dit cruellement à Moon-Unj que son rejet est la raison pour laquelle tout le monde va mourir. Il se penche de manière menaçante, lui demandant si elle est enfin prête à changer d'avis. TSK. Visiblement agacé par son défi silencieux, le grand homme fronce les sourcils. Moon-Unj crie qu'elle préférerait mourir plutôt que d'épouser un homme comme lui. En réponse à son défi, le grand homme se lèche lentement les lèvres avec une expression dépravée. Il lui attrape le visage, lui assurant avec un sourire cruel qu'il ne la tuera pas. Au lieu de cela, il promet de lui faire souhaiter la mort, jurant de lui infliger une douleur 100 fois pire que tout ce qu'elle peut imaginer. Moon-Unj déclare qu'elle préférerait mourir plutôt que d'être humiliée par lui, mais il lui demande calmement si c'est vraiment sa décision. Il la prévient que si elle se suicide, son père, Moon-Yuan, sera celui qui subira le tourment auquel elle a échappé. Il poursuit sa menace, déclarant que si son père meurt aussi, le reste des captifs endurera la souffrance à la place. La menace s'intensifie alors qu'il lui rappelle que tous les membres de la famille des révolutionnaires sont exécutés, la défiant de passer à l'acte. Keuk. Moon-Unj grince des dents dans une fureur impuissante, piégé par son ignoble ultimatum. Kiag. Il lui tire les cheveux en arrière avec un rire sadique, se moquant qu'il aimerait avoir plus de monde pour le divertir alors qu'elle crie de douleur. Son père, Moon-Yuan, crie son nom dans un désespoir et une impuissance absolue. Avec un sourire glaçant, le grand homme se prépare à commencer sa cruelle torture. Alors qu'elle est traînée, Moon-Unj supplie désespérément quelqu'un, n'importe qui, de l'aider. Levant les yeux vers le ciel nocturne, ses yeux emplis de larmes aperçoivent un toit proche. Son expression se mue en une légère surprise, alors qu'elle remarque quelque chose d'inattendu. Sur un toit voisin, Wiyeono est vu en train de courir, s'échappant clairement. Il saute un mur sans effort, poursuivant sa retraite précipitée. Il atterrit gracieusement sur un autre toit, prêt à fuir complètement la scène. Quelqu'un l'appelle par son nom, Wiyeono, et il s'arrête net, regardant la prise d'otage qu'il essayait d'ignorer. Haletant et transpirant, l'expression de Wiyeono révèle qu'il a été pris en pleine retraite précipitée. Il rejette la tête en arrière et rit frénétiquement sur le toit, incitant une Moon-Unj furieuse à lui demander ce qu'il fait. Avec un regard fou, il crie en retour que ça devrait être évident. Il s'enfuit. Il demande sarcastiquement à la foule déconcertée ce qu'il y a de mal à dire qu'il s'enfuit, alors que c'est exactement ce qu'il fait. Agitant la main d'un air dédaigneux, Wiyeono affirme qu'il n'est pas assez doué, et que faire comme s'il n'avait rien vu est le meilleur choix. Avec un joyeux signe de la main, il dit à tout le monde de continuer ce qu'ils font, tandis qu'il se tourne pour partir. Moon-Unj, Moon-Yuan, et l'aîné le fixe avec un dégoût unanime, pensant qu'il est une ordure absolue. Le grand homme hurle qu'il s'arrête. Pointant le toit, il avertit Wiyeono qu'il est déjà impliqué et ne sera en sécurité nulle part, mais Wiyeono semble insouciant. Le ravisseur insiste sur le fait qu'il ne sera pas difficile de le trouver, mais Wiyeono lui dit nonchalamment de le chercher plus tard. Furieux de son insolence, le grand homme grogne un ordre à ses hommes. « Attrapez-le !» Un subordonné masqué répond immédiatement, bondissant vers le toit avec une vitesse aveuglante. Le subordonné lance une dague en l'air, visant directement Wiyeono. Paniqué, Moon-Unj lui hurle de courir. Wiyeono regarde en arrière avec une expression soudaine et sérieuse, l'heure des plaisanteries étant désormais révolue. Alors qu'un autre assassin attaque, il se demande à voix haute ce qu'il est censé faire, alors qu'elle a d'abord demandé de l'aide et lui dit maintenant de fuir. Il esquive l'attaque avec une vitesse incroyable, laissant derrière lui une image rémanente qui étourdit son adversaire. L'assassin masqué grogne de surprise, ayant complètement perdu de vue sa cible. Apparaissant au-dessus de son ennemi, Wiyeono déchaîne un coup descendant dévastateur, crépitant d'une énergie bleue brillante. Rebroussant ses cheveux, Wiyeono commente calmement, bon sang, comme si le combat n'était qu'un simple inconvénient. En bas, Moon-Unj lève les yeux, ses yeux écarquillés par le choc et l'incrédulité face à son pouvoir caché. Debout victorieusement sur le toit sous la pleine lune, Wiyeono regarde l'assassin tomber et l'appelle une femme étrange.